session de webinaire qui est en fait un exercice ou bien une activité réalisée chaque vendredi au courant duquel on partage la science. Et pour aujourd'hui, on va parler, le thème du jour est le rôle de la santé environnement et le rôle de la santé environnementale et d'un environnement dans One Health. Donc, en attendant que notre orateur du jour puisse se connecter, je propose qu'on se lance à un exercice de présentation de tout un chacun de nous. Alors, je pourrais commencer par moi-même. Je suis Guélor Moulondani Banyawa, un médecin de formation et expert en santé publique. Actuellement, je suis consultant PCI chez Africa CDC basé au Burundi, actuellement à Bujumbura. Je propose qu'on y aille par appel nominatif et chacun va pouvoir se présenter. Alors, sans plus tarder, on peut commencer par Adeline Bolingo. Chère Adeline Bolingo, si vous m'entendez, vous avez la parole pour vous présenter en glissant votre nom et votre position actuelle. Adeline Bolingo, si vous êtes en train de parler, alors vous n'êtes pas audible. Peut-être veuillez vérifier votre micro s'il est on. Voilà, donc Adeline Bolingo peut-être va nous rejoindre plus tard avec sa présentation. On peut passer à Adama Trésor Mirindi. Bonjour à tous les participants. Moi, c'est Madame Trésor Azama Mirindi. Je suis experte en santé et développement communautaire actuellement à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Azama, et bienvenue à cette session de webinaire. Est-ce que nous pouvons avoir Axel Michel Ndeke Mouteba? Monsieur Axel Michel Oui, Ndeke Mouteba. Alex Michel Ndeke Mouteba. Je suis chef de division provinciale de l'hygiène et salubrité publique dans la division provinciale de la santé du Tanganyika. Je vous suis à partir de Kalemi. Merci beaucoup et bienvenue à cette session de webinaire, Monsieur Alex Michel Ndeke Mouteba, à partir de Kalemi. Nous pouvons passer à Monsieur Boniface Tiemtore. Bonjour, bonjour à tous. Je suis, je suis Tiamtoré Boniface. Je suis biologiste médical au centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou, Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur Boniface, de nous avoir rejoints à partir de Ouagadougou. Monsieur Bruno Bodjok peut aussi se présenter. Bonjour à tous. Moi, comme vous le voyez, je me nomme. S'il vous plaît, Monsieur Alex Michel Ndeke Mouteba, pouvez-vous mettre en off votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bruno, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Bruno Kwame Bodiok. Je suis du Togo. Je suis ingénieur génie sanitaire et je suis le responsable régional donc, de la PCI dans une région du Togo. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à partir du Togo. C'est un grand plaisir en tout cas. Monsieur Christophe Tembo Nguru, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, merci de m'avoir accordé la parole. Je me nomme Dr Christophe Ngouroutembo, je suis infectiologue. Je vous suis à partir de Dakar, Sénégal. Merci. Merci beaucoup, docteur Christophe, à partir du Sénégal. Oui. Est-ce que Monsieur Constant Ghislain Doumé peut aussi se présenter? Allô? Oui, oui, Monsieur Constant, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Je suis docteur Ndoumé Constant Jusselin. Je suis responsable de la prévention et du contrôle des infections
au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Je suis membre de la task force PCI EHA de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, docteur Ndoumbe, à partir de Côte d'Ivoire. Euh, Est-ce que Monsieur Fidèle Semata Mabatesi peut aussi se présenter? Ok, bonjour à tous, c'est Fidèle Matama Batesi, ici de Goma, en République démocratique du Congo Nord Kivu. Je suis épidémiologiste de terrain et membre de la task force. Je suis au niveau de la division provinciale de la santé. Merci beaucoup et bienvenue à cette session de webinaire. Monsieur François Mafuta, c'est votre tour. Oui, allô, oui, bonjour à tout le monde. Merci pour m'avoir accordé la parole. Je suis M. François Mafuta Dikizola, médecin attaché au secrétariat général du ministère de la Santé à Kinshasa, Gombe. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur François Mafuta, et bienvenue à cette session de webinaire. Monsieur Igbashige, pouvez-vous vous présenter? Merci, c'est Dr Bachir Hugues. Je suis médecin du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, docteur Ig, de nous avoir joint à partir de Kinshasa. Monsieur Jean-Divin Birae Kabaogwere, à vous la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Divin Biraek, étudiant à l'université officielle de Bukavu à partir de la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup et Allô? bienvenue à cette session de Ah. webinaire. Oui, on vous a suivi, merci beaucoup. Oui, est-ce que Monsieur Gonkanou, Monsieur Gonkanou, si vous nous suivez, vous pouvez vous présenter. Alors, je pense qu'il n'est pas là. Pouvons-nous avoir Monsieur Jean-Paul Sanzimana? Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Sanzimana, je suis infirmier. Jadis superviseur de la prévention et contrôle des infections chez MSF, entre autres aux provinces de l'Ituri RDC. Je suis à Goma actuellement. Merci. Merci beaucoup. À partir de Goma, où vous avez rejoint cette session de webinaire. Est-ce que Monsieur Joseph Kassanda Lufuluabo peut aussi se présenter? Bonjour, je suis Joseph Kassanda, médecin spécialiste en santé publique. Je suis à Ariwara, au nord-est de l'Ituri et de la RDC. Merci. Merci beaucoup, docteur, et bienvenue à cette session de webinaire. Est-ce que Monsieur Jean-Paul Simba peut aussi se présenter? Merci beaucoup. Je suis Jean-Paul Nsimba, du programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales, expert en santé communautaire et membre des communautés InSanté au niveau de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup et bienvenue à cette session. Monsieur Labante Bougonou, à vous la parole. Est-ce que Monsieur Labante Bougonou est avec nous? Et s'il est là, il peut avoir la parole pour se présenter. Alors, s'il n'est pas là, on peut passer la parole à Monsieur Laurent Aouka pour se présenter. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues. Moi, c'est Dr Laurent Aouka. Je suis épidémiologiste de terrain, consultant OMS, polio, et je suis aussi membre du comité de santé de la province de Sonko.
Merci beaucoup et bienvenue. Nous pouvons passer la parole à Madame Micheline Gouessan. Madame Micheline Gouessan, si vous êtes avec vous, vous avez la parole pour vous présenter. Si Madame Micheline n'est pas encore prête pour se préparer, pour se présenter, nous donnons la parole à Madame Nadia Gombe Kabamba. Madame Nadège Ngombe Kabamba, vous pouvez vous présenter si vous êtes avec nous. Oui, Madame Nadège pourra se présenter peut-être plus tard. Nous passons la parole à Monsieur Marcel Dépêche Losambo. Bon après-midi à tous. Je suis Marcel Osambo, je suis analyste au Bureau Hygiène et Salubrité publique à la DPS Nord Kivu. Merci. Merci beaucoup et bienvenue. C'est le tour maintenant de Madame Nénette Evelyne Kiatoko Ndona. Voilà. Merci et bonjour à tout le monde. Je suis Nanette Kiatoko, je suis médecin de formation et de profession. Je suis le point focal du programme de la santé scolaire et universitaire à la province du Congo central, à Matadi. Et là, je vous suis depuis Bruxelles, là où je suis en formation en PCI et hygiène hospitalière à l'Université catholique de Louvain. Merci. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. C'est le tour de Monsieur Nicolas Kanenewabo. Monsieur Nicolas Kenanewabo peut se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Dr Nicolas Kenenouabou, médecin de santé publique, et je suis analyste au bureau hygiène et salubrité publique du Kasaï central, chargé de l'hygiène dans les milieux de soins. Voici un peu mon Merci identité. beaucoup. Bon Merci. après-midi au Kasaï central. Nous allons passer la parole à Madame. Est-ce que Madame Nénette, Nénette Evelyne s'est déjà présentée? Si elle s'est déjà présentée, alors nous allons prendre Monsieur Numbi Dassilenou. Monsieur Numbi Dassilenou, pouvez-vous vous présenter si vous nous captez? Alors, si Monsieur Numbi n'est pas encore prêt, nous pouvons passer à Monsieur Nzengu Ilunga. Je m'appelle Docteur Nzengu Ilunga, Dieu merci, médecin chef de staff à l'hôpital général de Chilenge et chargé de la qualité des soins ainsi que de la PCI. Merci beaucoup, Dr Nzengu Ilunga, d'avoir joint cette session de webinaire. Monsieur Patient Birindwa Chirimwami, c'est à votre tour de vous présenter si vous nous captez. Bonjour à tous, moi c'est Patient Birindo Chirimwami, je suis coordonnateur du cluster WASH pour l'Est de la RDC, je suis basé à Goma, merci. Merci beaucoup, Monsieur Birindwa, et bienvenue. Monsieur Stanislas Itende Mpombo peut se présenter s'il nous capte. Monsieur Stanislas, si vous nous captez, vous avez la parole pour vous présenter. Et s'il n'est pas prêt, nous pouvons passer à Monsieur Ted Mondo. Monsieur Ted Mondo, si vous nous entendez, vous avez la parole pour vous présenter.
Si lui aussi n'est pas prêt, on passe à M. Thierry Chiri. Monsieur Thierry Chiri, vous pouvez vous présenter. Allez, c'est votre conseil. Alors, Monsieur Thierry Chiri, apparemment, visiblement, n'est pas encore prêt aussi. Nous passons à Dr. Valérie Chilombo Kazadi. Merci bien, docteur. Moi, c'est Valérie Chilombo Kazadi. Donc, je suis membre de SCPCI et donc partageant ordinairement la science avec des collègues sur place. Merci. Merci beaucoup, Dr. Valérie Chilombo. Nous passons la parole à Monsieur Yannick Moukoulou Kapuka. Allez, tu peux accepter au dehors là-bas. Quand tu vas apprendre, En ça ne veut attendant, nous pas. demandons à Monsieur Frédéric Tia de mettre son micro en off pour permettre aux gens de se présenter. Je m'appelle, je suis M. Tia Frédéric biologiste, membre de la task force PCI. Je suis en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Tia. Nous accordons la parole à Monsieur Yannick Moukoulumba Kapuka. S'il est avec nous, il peut se présenter. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Dr Yannick Moukoulumba. Je suis médecin expert en PCI et vend dans les structures militaires en RDC à Kinshasa précisément. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. C'est le tour de Monsieur Yapo de se présenter s'il est avec nous. Monsieur Yapo, si vous êtes avec nous, vous avez la parole pour vous présenter. Et s'il n'est pas prêt, on peut passer au professeur Ali Boulaboula. Allô, bonsoir, docteur. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Yapo, allez-y. Bonsoir. Oui, moi, je me nomme Agoussi Yapo Guillaume. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis un agent de santé. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir joint, Monsieur Yapo. Nous passons la parole au professeur Ali Boulaboula pour se présenter. Merci beaucoup, docteur Guélor. Je m'appelle Boulaboula Ali. Je suis médecin de formation et membre des CPCI. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vois que l'orateur du jour s'est déjà connecté et j'espère qu'il est déjà prêt pour sa présentation d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter, séance tenante lors de jeux de questions-réponses, vous pouvez revenir avec cet exercice de présentation avant de poser votre question. Ça nous permet un peu de gagner le temps. Alors, je vais devoir commencer par vous présenter l'orateur avant de lui accorder la parole pour y aller avec sa présentation. Et je demanderai à tout le monde pendant que l'orateur sera en train de faire la présentation de fermer son micro pour lui permettre d'évoluer dans un climat de quiétude et permettre à tout le monde d'avoir une bonne compréhension. Et après sa présentation, on passera au jeu de questions et réponses. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran que j'ai balancé. 5 sur 5. Oui. 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à notre orateur du jour, c'est qu'il s'appelle Monsieur Fiancé Kambemi Manzel. Il est expert en environnement. Et il est né à Kinshasa le 28 mars 1978 et il est licencié en sciences politiques et administratives avec plusieurs formations qu'il a suivies dans le secteur de l'environnement. Récemment, c'est de la 21e session de formation continue à l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux. Il a ainsi intégré le ministère de l'Environnement de la République démocratique du Congo depuis le 29e jour du mois de mai de l'année 2000, où il a exercé plusieurs fonctions essentielles à signaler, comme entre autres les chefs de bureau à la direction des services généraux,
Il est assistant national du programme régional Grand écosystème marin de courant de Guinée. Il est membre du groupe de travail Climat Watch. Il est également membre du groupe d'experts pour le plan national d'intervention d'urgence en cas de déversement des produits pétroliers dans les milieux marins et côtiers. Et actuellement, il est chef de division et coordonnateur urbain de l'environnement dans la circonscription de la Funa à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et il a été investi coordinateur One Health à Kinshasa depuis avril 2025. Donc voilà un peu de ce qui concerne notre orateur du jour. Alors sans plus tarder, je vais arrêter le partage de mon écran pour lui permettre aussi de faire son partage et évoluer avec la présentation. Monsieur fiancé Kambemi Manzel, à vous la parole si vous êtes déjà connecté, vous nous entendez. Ouais, merci. Bonjour tout le monde. Je vous ai rejoint un peu en retard. Il y avait de caprices de technique. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5 pour vous, captant. Merci. D'accord, merci. Malheureusement, je n'ai pas prévu une présentation pour partager l'écran, soit en PowerPoint, en forme de slides, mais par contre, je vais m'efforcer de faire un exposé magistral. J'irai mollo mollo de manière à ce que tout le monde puisse me comprendre et je vais solliciter l'attention des uns et des autres afin que la matière ne soit pas fatigante. Bon, nous allons réfléchir ensemble. Je sais que je me ferai compléter par vos expertises respectives au cours de questions et réponses. Donc, il y a une séance prévue à cet effet et nous allons enrichir le thème autour du rôle de la santé environnementale et d'un environnement dans One Health. J'avais prévu de commencer par une clarification conceptuelle. Cela vaudra sûrement un rappel pour les uns, pour dire que bon, d'abord, comme vous le savez, la définition d'un concept n'est rien d'autre que la fixation des limites dans lesquelles on veut situer la compréhension. Alors ici, est, est une approche collaboratrice, multisectorielle et transdisciplinaire, d'après laquelle la santé des êtres humains, la santé des animaux et même la santé des écosystèmes sont intimement liés et interdépendants. Et à ce titre, la santé environnementale joue un rôle absolument central et fondamental. Donc, la santé environnementale dans One Health joue un rôle absolument central et fondamental parce que tout se passe dans l'environnement. Les bêtes vivent dans un environnement et les humains vivent dans un environnement et c'est l'environnement qui est leur cadre de vie. Et dans cette trilogie, homme, animal, santé, l'environnement est très, très, très important. Alors, la santé environnementale, par contre, dans One Health, la santé environnementale est bien cette discipline qui étudie les interactions entre l'environnement, donc on voit le physique, le chimique, le biologique et le social, y compris la santé humaine. Alors, dans l'approche One Health, la santé environnementale est l'une des trois piliers. Comme je l'ai dit, avec la santé humaine, la santé animale, et il joue plutôt un rôle social pour plusieurs raisons, notamment la prévention des zoonoses et des maladies émergentes. Donc, comme vous le comprenez,
Euh, la santé, excusez-moi, j'étais en train de fermer la porte du bureau parce que j'ai risque d'avoir de la visite, j'avais omis. J'étais en train de dire que dans l'approche One Health, la santé environnementale est l'un des trois piliers fondamentaux, pour ne pas me répéter. Et c'est pour plusieurs raisons que la santé environnementale est à prendre au sérieux dans cette trilogie. Alors, premièrement, il y a la prévention des zoonoses et des maladies émergentes. Comment cela se fait? À travers une surveillance et l'alerte précoce. Donc, dans la santé environnementale, on comprend que la santé environnementale permet de surveiller les changements dans les écosystèmes, les changements dans la déforestation, l'urbanisation, la modification des habitats, qui peuvent favoriser les contacts entre l'homme, les animaux sauvages et les animaux domestiques, ce qui va alors augmenter le risque d'émergence ou de réémergence des maladies zoonotiques. Vous savez que les maladies zoonotiques sont les maladies transmises des animaux à l'homme. On a cité le, le cas de Covid-19, et même chez nous, c'est plus la fièvre hémorragique, l'Ebola, et on peut même citer la grippe aviaire et consorts. Euh, dans la santé environnementale, on accorde également une attention sur la compréhension des vecteurs. J'ai dit, il y a d'abord la surveillance et l'alerte précoce qui interviennent dans la santé environnementale, mais il y a également la compréhension des vecteurs. La compréhension des vecteurs étudie la dynamique des populations des vecteurs, c'est-à-dire les moustiques et, et autres canaux de transmission de maladies. Je disais, il y a la dynamique des populations des vecteurs et les facteurs environnementaux, les changements climatiques, les dérèglements des saisons qui influent leur répartition et leur capacité à transmettre des agents pathogènes. On cite également la gestion des risques environnementaux. La gestion des risques environnementaux fait partie également de la santé environnementale. Et par rapport à ça, on peut relever la pollution. En rapport avec la pollution, nous pouvons noter que la santé environnementale analyse l'impact de pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des sols sur la santé humaine, animale et écosystémique. Donc, une fois, par exemple, que l'eau, le sol et l'air sont pollués, cela aura des répercussions aussi bien sur l'homme que sur l'environnement comme le cadre de vie et même sur la santé animale, puisque j'ai déjà parlé de la santé humaine. On peut également noter la sécurité alimentaire et hydrique qui intervient toujours dans la santé environnementale. Parce que la sécurité alimentaire veille à la qualité de l'eau potable, à la qualité des aliments, en identifiant les contaminants environnementaux qui peuvent affecter la chaîne alimentaire et la santé. Donc, lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire et hydrique, on veut ici accorder déjà une attention sur tout ce qui peut rentrer dans l'organisme humain à travers sa consommation. Donc, la santé environnementale est très déterminante
audits environnementaux au niveau euh, pour essayer de contrôler les ERI, donc les effluents résiduels industriels, car si les eaux usées produites par les usines, les entreprises ou les industries ne sont pas pré-traitées ou si elles ne sont pas tamponnées avant leur rejet dans la nature, cela peut constituer cela représente plutôt euh, 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 des, des graves dangers dans la vie humaine, puisque une fois qu'on rejette les eaux usées dans la nature, ce sont les écosystèmes aquatiques qui risquent d'être pollués et même la qualité de l'eau peut être également impactée. Chaque fois quand je parle de, de la gestion ou du contrôle des effluents résiduels industriels, j'évoque une question à laquelle souvent nous ne prêtons pas attention. C'est également un problème de santé publique. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans des morgues pour récupérer les corps de nos proches afin de les enterrer, avant cela, nous savons qu'on procède au nettoyage des corps après embaumement ou pendant l'embaumement. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir où vont les eaux de nettoyage des corps. Comment ces eaux sont-elles traitées? C'est une question de santé publique, donc c'est un problème environnemental parce que l'eau, cette ressource environnementale, va également polluer les sols. Ça va polluer cette eau usée en provenance des morgues, va polluer l'eau de la nappe phréatique. Comment? Parce que dans presque toutes nos morgues, notamment ici à Kinshasa et même en RDC, il n'existe pas un système de traitement, si pas de tamponnement de ces eaux de lavage des cadavres. Après nettoyage, toutes ces eaux sont directement infiltrées dans le sol où ça rejoint un puits perdant. Et vous savez que les eaux de puits perdants finissent toujours leur course dans le sol. Et les eaux usées venant des morgues contiennent beaucoup de substances toxiques car quelqu'un peut avoir peut avoir connu la mort après avoir contracté une ou plusieurs maladies avec une peau qui se décompose déjà. Ces eaux, y compris les produits utilisés, les formaux, les consorts, ne sont certainement pas traités et on les déverse comme ça dans les milliers récepteurs, ça rejoint la nature et les cours d'eau, ça va impacter les écosystèmes aquatiques. Et finalement, s'il y a un poisson, c'est un exemple que je donne dans des milieux où on peut vivre de la pêche, s'il y a un poisson qui baignait dans ces eaux, ce poisson va finir sa course dans nos assiettes et imaginez un peu la suite. Imaginez la suite. Donc, la santé humaine est largement impactée parce que l'environnement n'a pas été vigilante au départ. La vigilance consisterait, par exemple, à exiger dans l'avenir à ce que toutes ces eaux soient pré-traitées, soit avec toutes les substances nocives qu'elles contiennent, que toutes ces substances, voulais-je dire, soient neutralisées avant leur rejet dans la nature. Euh, Quel est le rôle de l'environnement dans One Health? Parce que là, j'ai essayé de parler de la santé environnementale et maintenant, on peut parler brièvement de l'environnement.
L'environnement est un acteur dynamique et essentiel pour la santé de tous les êtres vivants. Et le rôle de l'environnement dans One Health est de fournir des services écosystémiques essentiels. Et quels sont ces systèmes écosystémiques que l'environnement peut fournir dans One Health? Il y a d'abord l'air, l'eau, donc l'air et l'eau propre. Dans ces écosystèmes, l'environnement devra fournir de l'air propre et de l'eau propre, qu'on appelle l'eau potable. Quand je dis l'eau, ça veut dire que ce n'est pas l'environnement qui fournit l'eau, mais l'environnement doit veiller sur la qualité de l'eau, car, comme nous le savons, les écosystèmes sains filtrent l'air et purifient l'eau. L'environnement doit également veiller à la sainteté des aliments, c'est-à-dire veiller à ce que les aliments soient sains. En quoi faisant? En faisant un monitoring sur les sols, donc les sols fertiles, puisque vous savez que très souvent, avec le produit qu'on utilise pour fertiliser les sols, ou comme engrais, il y a toujours des substances qui rejoignent, euh, le produit, comment les agronomes appellent ça. Donc, le produit de la récolte, quoi. Donc, si le sol a été, par exemple, pollué, nous verrons que même le produit issu de la récolte planté sur ce sol, ce produit ne sera pas sain. Donc, l'environnement contribue également à la régulation du climat, et même des écosystèmes. Vous savez, les rôles que joue la forêt et que jouent les océans, parce qu'on a toujours dit, et avec la Mineta de l'environnement qui le dit souvent et toujours, que la RDC est un pays solution dans les domaines climatiques, partant de notre forêt et de tous les services écosystémiques ou les services environnementaux que rend notre forêt, étant donné que la forêt ou les forêts de la RDC sont un puits carbone. Donc, nous contribuons largement à la réduction des gaz à effet de serre pour jouer quand même dans le sens de stabiliser les climats. Et en résumé, je peux dire que l'environnement est la composante essentielle dans One Health. C'est le système dans lequel nous évoluons. Donc l'environnement, c'est le cadre de vie, notre cadre de vie, notre milieu de vie. Alors la santé environnementale, quant à elle, est la discipline qui étudie et agit sur la composante environnement. Et pour assurer que l'environnement reste un soutien et non une menace pour la santé de tous les êtres vivants, qu'il s'agisse des hommes, des végétaux ou des animaux. Et dans l'approche One Health, il est impératif que les professionnels de santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale collaborent étroitement. Par exemple, l'étude d'une nouvelle zoonose ne peut être complète sans comprendre les modifications environnementales qui ont pu favoriser son émergence. Donc, le rôle de l'environnement sera là pour atténuer les risques et prévenir les futures émergences. C'est cette interconnexion et cette synergie
qui définit même les cœurs de One Health. Un coup d'œil sur la République démocratique du Congo en cette matière pour dire que euh, ici en RDC, la consommation de certaines espèces animales est aujourd'hui soupçonnée d'être la source de la survenue de certaines zoonoses comme Ebola. Et les facteurs des risques environnementaux sont à l'origine d'une part importante des problèmes de santé des populations. Je voulais dire sont à l'origine d'une part importante des problèmes de santé des populations pauvres. De nouveaux défis se profilent dans toutes les directions suite aux menaces environnementales traditionnelles comme l'eau, l'assainissement, les maladies à transmission vectorielle et la pollution de l'air intérieur, les dangers émergents comme les substances chimiques et les changements climatiques. En République démocratique du Congo, les études réalisées permettent d'estimer que la proportion des cas de maladies qui sont liés au mauvais état ou à la mauvaise qualité de l'environnement pourrait atteindre les 80%. Donc, qu'il s'agisse de maladies zoonotiques ou des maladies dont souffre l'homme, on dit que leurs origines, d'après certaines études, leurs origines seraient liées à la mauvaise qualité de l'environnement. Et l'engagement de la RDC en faveur des objectifs de développement durable implique d'assumer la responsabilité d'un environnement sain pour tous, et spécialement pour les enfants, étant donné que le potentiel qu'il renferme pour améliorer la vie et l'avenir de tant de personnes. Seule une collaboration multisectorielle et multidisciplinaire, je dirais multiniveau, permettra de bâtir je dirais, une planète plus saine pour tous et pour l'avenir. Donc, je voudrais terminer mon propos ici en disant que dans dans cette approche de One Health, l'environnement, la santé humaine et la santé animale sont tous intimement liés et le regard qu'on doit porter sur une santé, c'est-à-dire sur un secteur de santé, doit être égal à celui qu'on portera sur l'autre. Parce que si l'on dérange ou si on néglige un secteur de santé, et cela risque de dégénérer et causer un problème sérieux de santé publique qui va impacter les autres santé qui étaient pourtant sous surveillance. Donc, il est important de surveiller l'environnement, de contrôler, de faire ce que nous appelons la surveillance continue de l'environnement, car pour la plupart des cas, comme je venais de le dire, les maladies, aussi bien humaines que zoonotiques, sont d'origine environnementale. C'est même les cas, comme aujourd'hui à Kinshasa, nous avons plusieurs cas de choléra, même le choléra est aussi une maladie d'origine environnementale. C'est les milieux qui a été mal surveillé, mal soigné. Ces milieux est aujourd'hui à la base de, de la mort de plusieurs de nos compatriotes. Donc nous devons surveiller également l'environnement de la même manière que nous surveillons
de très près la santé humaine et même la santé animale pour éviter de tomber ou pour éviter d'enregistrer des cas terribles, car il a toujours été admis que l'environnement fait partie de la médecine préventive. Et lorsque la prévention a échoué, c'est alors qu'interviendra la médecine curative avec le secteur de santé. Voilà, chers amis, la petite réflexion que j'avais à partager avec vous et je m'en remets à vous pour d'éventuels éclaircissements. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Fiancé, de nous avoir occupés en rappelant des interactions entre les trois piliers de l'approche One Health, dont l'environnement qui joue un rôle très important aussi dans la survenue des zoonoses, maladies émergentes et autres problèmes de santé publique, tels que vous l'avez expliqué. Et merci aussi de nous avoir rappelé que l'importance qui est accordée à l'un des trois piliers, ou bien à l'un ou à l'autre des trois piliers devra être aussi accordée à la santé environnementale ou bien à l'environnement. Euh, Sans plus tarder, moi, compte tenu du fait, chers participants, compte tenu du fait que notre orateur du jour a aussi un agenda chargé, il doit participer à une réunion juste après la session d'aujourd'hui. Je proposerais qu'on y aille avec les jeux de questions-réponses directement. Et je proposerais que tous ceux qui ont de questions puissent le signaler en levant la main ou bien en les écrivant dans les chat box, on va les lire pour essayer de trouver la réponse à chaque question auprès de notre orateur. Alors, je vais passer la main qui a été élevée. La première, c'est la main du docteur Ifaso. Oui, je crois, docteur Ifaso Claude, à vous la parole et vous serez suivi par Monsieur Jean-Pierre Kazadi, en attendant que les autres se manifestent. Merci. Merci bien, monsieur le modérateur, et félicitations à l'orateur, le cordon CPQS ville de Kinshasa. Moi, ce ne sera pas une question, mais peut-être une contribution en disant qu'il y a une interdépendance entre la santé et l'environnement. En ceci, il y a des facteurs environnementaux tels que la qualité de l'air, de l'eau, du sol, la biodiversité influencent directement sur la santé humaine et animale. On dit que 25% des décès mondiaux sont attribuables à des causes environnementales comme la pollution, le bruit ou les perturbations climatiques. Peut-être qu'on n'a pas fait trop allusion dans la pollution de l'air, même le bruit. Ce sont des éléments aussi qui influence non seulement la santé humaine et animale. Et il a parlé de la prévention de maladies émergentes, évidemment, parce que là, on voit la déforestation, l'urbanisation, la perte de la biodiversité, l'agriculture, la pêche élevage, tous ces éléments contribuent à ce qu'il y ait un rapprochement entre les humains, et le réservoir d'animaux. On le verra peut-être que si nous pouvons citer, par exemple, au niveau du sud Kivu, là où il y a le parc de Kaozi-Biega. Dans les environs de ce parc-là, il y a les habitants dans les environs de ce parc qui vont directement, de fois, entrer dans le parc, chercher de la nourriture, chercher à faire la chasse au niveau du parc. Et c'est là où il y a le problème, lorsqu'il y a ce rapprochement entre l'humain et les animaux, soit domestiques, soit sauvages. Voilà un peu, grosso modo, ce que je voulais compléter dans, dans la présentation de notre ami. Merci. Merci beaucoup, docteur Ifaso, pour ces compléments. Et merci aussi d'avoir insisté sur l'interaction qui existe entre les trois composantes de l'approche One Health. À présent, nous pouvons passer la parole à Jean-Pierre Kazadi pour sa question ou bien sa contribution. À vous la parole, monsieur Jean-Pierre Kazadi. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et
tous mes remerciements à l'orateur. Moi, c'est Jean-Pierre Kazadi. Je n'ai pas eu le temps de me présenter au début. Euh, je suis médecin de formation et je fais le Master D en Institut One Health pour l'Afrique à Kinshasa. Alors, j'ai des préoccupations, des questions à adresser à l'orateur. La première, une chose est de reconnaître l'interconnexion entre les trois, mais une chose aussi, l'autre chose, c'est euh, savoir rendre opérationnel chaque entité. Maintenant, dans le cas d'opérationnalisation du One Health, quels sont les indicateurs d'une bonne santé environnementale et d'une mauvaise santé environnementale, pouvant faire en sorte que les uns et les autres soient, je dirais, en même de déterminer l'état de santé d'un bon environnement. Deuxième préoccupation, parce que il s'occupe de cet aspect à Kinshasa, principalement à la FUNA. Quel est son point de vue par rapport à la gestion des déchets dans beaucoup de villes, mais ici je prends l'exemple de Kinshasa, où les déchets sont entassés un peu partout, sont enfouis à même le sol, sous l'œil impuissant des dirigeants et des responsables des différents secteurs, notamment les sachets. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces deux questions. Je pense qu'on peut y aller directement avec les réponses. Monsieur Fiancé, euh, à vous la parole. Monsieur Fiancé Kambé, à vous la parole pour répondre aux deux questions qui ont été posées. Pour rappel, la première question, c'était celle de savoir les indicateurs de bonne ou de mauvaise santé environnementale, puisque dans les trois secteurs, dans les trois piliers de One Health, il faudrait rendre opérationnel chaque entité tel que là a été évoqué par Jean-Pierre Casadi. Et sa deuxième question, c'était votre point de vue par rapport à la gestion des déchets dans beaucoup de villes, en l'occurrence à Kinshasa et en particulier par rapport à la gestion de sachets. À vous la parole, monsieur Fiancé Kambé. Ok, merci. Je vais m'efforcer. D'abord, je remercie Dr Ifaso pour les compléments qu'il a fait. C'est enrichissant. Il a résumé ma pensée que j'ai déroulée en plusieurs mots et lui l'a fait en quelques petites minutes. Merci, docteur Ifaso. Il y a notre collègue Jean-Pierre Casadi qui a posé la question de savoir comment on peut rendre opérationnel One Health et quels sont les indicateurs d'une bonne santé environnementale, si je peux me résumer de cette façon-là sa question, si je peux la comprendre. Rendre opérationnel One Health, je crois que c'est aujourd'hui un souci et tout le monde est engagé. Comme on dit, One Health, c'est une santé, un monde, une santé. Travailler dans la synergie, mettre ensemble tous les acteurs des différents secteurs qui interviennent en rapport avec la santé. C'est d'ailleurs ça l'idéal. Comme je dis, One Health, c'est bien cette approche-là fédératrice. Au lieu d'agir au lieu d'agir en solo, lorsqu'une question de santé publique se pose, on fait intervenir les autres secteurs pour gérer l'affaire de manière holistique. Et partout en RDC où les comités provinciaux ont été installés, cette approche est en pleine opérationnalisation, puisqu'on ne veut exclure personne. On n'exclut personne. Il y a tous les intervenants
qui se réunissent à travers ces cadres de réflexion et de concertation. Pourquoi pas un cadre qui peut donner des idées aux intervenants de terrain pour pouvoir agir de manière à ce que l'approche One Health prenne le dessus sur les approches solitaires lorsqu'il s'agit des questions des urgences publiques ou des santé publiques. Euh, les, les indicateurs par rapport à oui, les indicateurs d'une bonne santé environnementale. Il y en a plusieurs, je peux évoquer rapidement quelques indicateurs. Il y a l'indicateur lié à la consommation et à l'utilisation des ressources. Donc, c'est un indicateur qui permet de mesurer, si pas de comprendre que la santé environnementale, je dirais vulgairement, se porte très bien lorsque, pour la consommation de l'énergie, on, lorsque pour la consommation de l'énergie, on essaye de mettre en valeur les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables pour voir comment elles sont gérées, chaque ressource, euh, par unité de produit, par habitant, et la consommation d'eau. Il y a également l'utilisation des matériaux recyclés, le pourcentage de matériaux recyclés dans la fabrication des produits. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Je ne sais pas, lui voulait qu'on parle de quel genre d'indicateur il pourra revenir pour nous donner des précisions. Mais sinon, il y a des indicateurs aussi d'impact environnemental. Il y a les indicateurs d'impact environnemental. Là, on essaye de voir le potentiel des réchauffements global, l'acidification, l'eutrophisation et même le potentiel d'appauvrissement de l'ozone. De l'ozone. Tout ça, ce sont des indicateurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs points, et c'est nombreux, c'est vraiment globalisant, sur lesquels il y a plusieurs points d'idée sur lesquels on peut euh, 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 faire une fixation afin de dire que la santé, non, non, afin de veiller sur la santé environnementale. Donc, ce sont les implications. Bon, là, il demande mon point de vue par rapport à la gestion des déchets à Kinshasa. Ce n'est qu'un point de vue parce qu'il a, c'est vrai, stigmatisé les cas des enfouissements des déchets, notamment des matières plastiques. Oui, je n'ai pas une manière de voir les choses différentes du commun des mortels. Je peux dire que la gestion des déchets à Kinshasa est catastrophique. Donc, déjà en amont, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait étant donné que les ménages sont abandonnés à leur triste sort parce qu'ils ne sont pas encadrés, alors qu'au départ, ce sont les ménages qui produisent les déchets, pour ne pas parler des déchets industriels. Les ménages qui produisent les déchets, nous n'avons pas cette politique ou cette stratégie d'aller vers les ménages déjà pour les éduquer sur comment gérer les déchets de manière locale, avec le tri et la spécification des déchets par rapport à leur conditionnement, comme pour dire que déjà, avant même que les déchets ne puissent rejoindre l'extérieur, tenez compte du fait que ici vous pouvez mettre de la verrerie dans ce sachet ou dans ce bac poubelle. Dans un autre sac poubelle, vous pouvez mettre les matières biodégradables et ailleurs, vous mettez les matières dégradables. Si pas, vous mettez également les autres ordures ou les périssables et consorts. Donc, ces systèmes de tri à la base n'existe pas. C'est d'abord à partir de là que le problème se pose. Et puis, lorsqu'on prend ces déchets, même ceux qui vivent à Kinshasa,
viennent, bon, ils savent que chacun a un contrat avec soit une ONG qui vient collecter les déchets à domicile ou des pousse-pousseurs, dont des chariots-mènes qui viennent prendre ces déchets. On leur donne des déchets moyennant un petit paiement. Mais c'est vrai, son souci demeure parce qu'on ne se pose jamais la question de savoir où vont ces déchets qu'ils prennent dans nos ménages et qu'est-ce qu'ils en font. Qu'est-ce qu'ils en font? Très souvent, comme nous le savons et nous le voyons, ces déchets finissent dans les cours d'eau. Les cours d'eau deviennent les déversoirs avec des conséquences sur les rétrécissements des lits des rivières, la perte, euh, donc la perte de la profondeur de la rivière et conséquences, en cas de pluie, les milieux naturels de l'eau, qui était peut-être un cours d'eau, un caniveau, ces milieux étant rétrécis, l'eau finit sa course dans nos ménages et ça va charrier tous ces déchets produits par nous et déversés par les gens à qui nous avons remis l'argent. Ils sont allés jeter ces déchets dans un cours d'eau ou dans la rue et les eaux de pluie vont alors les charrier avec la boue et ça vient constituer un problème sérieux de santé publique parce que ça va créer des inondations. Des inondations dans nos ménages et une fois que les eaux auront baissé, je n'ai jamais vu personnellement ici à Kinshasa, c'est ça la faille de la gouvernance, un système de dépollution des sites pollués. Même ce que nous avons connu dernièrement, les inondations que vous avez appris, qu'on a connues au mois de mai, ainsi de suite, toutes ces inondations étaient principalement dues à la mauvaise gestion des déchets. C'est vrai, on ne va pas attribuer la montée des eaux, il n'y avait pas pratiquement crue d'eau. Non, il n'y avait pas un problème de crue d'eau, c'était un problème de déchets, parce que les déchets avaient occupé pratiquement les lits, même les lits majeurs des, des rivières. C'est vrai, il y a aussi un problème d'urbanisation anarchique qui est à la base de tout ce qu'on a connu comme conséquences. Mais j'aimerais dire un point toujours en rapport avec la gestion, avec les déchets. C'est horrible pour les décideurs car nous avons constaté qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises ici à Kinshasa pour fermer toutes les stations de transfert des déchets. Donc les stations de transit. Tout a été fermé. Aujourd'hui, Kinshasa n'a pas un point officiel de collecte des déchets. Il n'y en a pas. Pire encore, Kinshasa ne dispose pas d'une décharge contrôlée, une décharge finale. À l'époque d'autrefois, c'était le centre d'enfouissement technique de Mpassa. Nous avons tous appris comment ce centre de Mpassa avait été spolié. Il y a des hommes forts qui avaient occupé des grandes parties. Ils ont construit dessus. Encore là, c'est un autre problème environnemental de santé publique. Il y a plusieurs risques. Lorsqu'on essaye de construire, on veut vivre sur les déchets et à côté des déchets, on connaît qu'il y a le gaz méthane qui peut se dégager à tout moment. C'est toujours pas bon. Bref, c'est un problème sérieux. Personne aujourd'hui, en âme et conscience, ne peut dire qu'il est conscient, plutôt, il est content de la manière dont les déchets sont gérés ici dans la ville de Kinshasa. Parce que même les véhicules de la ville, avec les partenaires que nous pouvons utiliser, ces véhicules récoltent les déchets ça et là au niveau des marchés, parce que les marchés sont l'un des grands producteurs de déchets. On peut collecter les déchets au niveau des marchés, mais ça va où? On va choisir des sites érosifs pour aller déverser. Or, les grands problèmes, le véritable problème ou la véritable lutte anti-érosive, elle est vraiment mécanique. Elle ne peut pas être biologique à travers les déchets qui vont continuer toujours à fragiliser les sols
Et il suffit qu'il y ait une forte pluie qui vienne et les eaux passent par là, ça va râper le sol, donc les érosions reviennent. Donc on est en train de tourner en rond. Voilà pour ne pas m'éterniser sur la question de M. Kazadi, le peu que je pouvais dire pour laisser la place aux autres amis également d'exprimer leurs soucis. Voilà. Oui, merci beaucoup, monsieur Fiancé Kambé, pour avoir donné votre point de vue par rapport à la gestion des déchets, ainsi que pour avoir répondre également à la question sur les indicateurs de bonne et mauvaise santé environnementale. En attendant, je vois la main encore une fois de docteur Ifaso Claude. Je ne sais pas si c'est pour un complément de réponse par rapport aux deux questions qui ont été posées ou bien cette fois-ci c'est pour une question qui a été posée. Mais aussi, je vois peut-être C'est un peu docteur un Ifaso. complément, un complément. Oui, si c'est pour un complément, alors on y va d'abord avec vous et puis on va prendre les deux questions d'abord qui sont dans les chat box avant de revenir à Papi Ichika. Merci beaucoup. Allez-y. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais juste ajouter par rapport à la question de notre collègue Kazadi par rapport aux indicateurs environnementaux. Évidemment, il y a plusieurs indicateurs. Il y a les indicateurs physiques et chimiques, biologiques, socio-économiques, voire sanitaires. Et pour les indicateurs physiques et chimiques, là, il faudrait voir la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la pollution de sol. Donc, ce qui nous amène normalement à avoir un laboratoire de santé environnementale. Parce que dans la qualité de l'eau, on va voir la concentration de particules fines, de l'ozone, de nitrate d'oxygène. Et dans la qualité de l'eau, on va voir les phosphates, les métaux lourds. Dans la pollution de sol, il y a les hydrocarbures, les pesticides. Et dans le cadre des indicateurs biologiques, là, c'est la biodiversité. Est-ce qu'il y a le nombre d'espèces augmente ou il y a des espèces qui sont menacées? Il y a la santé des écosystèmes. Est-ce qu'il y a résilience? Est-ce qu'il y a fragmentation des habitats? Dans le cadre socio-économique, nous avons l'empreinte écologique, nous avons les indices de développement humain. Dans le cadre sanitaire, il y a l'incidence de maladies liées à l'environnement. Il y a l'exposition aux polluants. Prenons par exemple dans le cadre sanitaire, le cas de, mais on peut le mettre aussi dans le cas des indicateurs, indicateurs socio-économiques. Le cas que nous vivons actuellement à l'est du pays, au nord et au sud, qui voit avec le déplacement massif de personnes qui vivent pratiquement dans la promiscuité et avec il y a même pas des installations sanitaires comme il se doit. Donc, c'est déjà un problème de l'environnement qui peut attaquer et la santé humaine et la santé environnementale. Donc, il faudra voir cette situation un peu d'une manière globale. C'est-à-dire que sur le plan physique et chimique, biologique, est-ce que nous avons suffisamment de laboratoires pour ça? Sur le plan socio-économique, sur le plan sanitaire, il y a l'incidence des maladies de l'environnement qui pratiquement de la maladie de l'environnement qui amène qui interagissent avec la santé humaine et la santé animale. Voilà un peu tout ça, nous devons voir pour pouvoir dire, voilà, la santé, à quel niveau nous sommes dans la santé environnementale. Nous devons tenir compte de ces différents indicateurs. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour le complément. Donc, avant qu'on ne prenne Monsieur Ishika. Oui, je disais, avant qu'on ne prenne Monsieur Ishika, on va prendre les questions dans les chat box. Alors, on commencera par la question, les deux questions de Monsieur Augustin Mourabazi Bachombois, qui a demandé de savoir, premièrement, la différence entre santé, environnement et environnement. Il voudrait donc qu'on puisse revenir sur la différence entre la santé environnementale et l'environnement. Et puis, de deux, il voulait savoir de quel environnement, probablement de quels facteurs environnementaux dont il a été question lors de la présentation. Et je voulais savoir si c'est l'environnement physique ou bien disons, l'effet du comportement sur l'environnement. On peut d'abord prendre cette question avant de prendre celle de Firmin et puis viendra
Ishika et les autres qui ont posé aussi des questions dans le chat box. À vous la parole, monsieur l'orateur. Et en attendant, Oui, docteur Ifaso, peut-être vous pouvez euh, euh, faire descendre la main parce que votre main est laissée levée. je, je peux reprendre l'explication que j'avais donnée sur la santé environnementale pour dire quelle est bien cette discipline, hein, si on peut l'appeler discipline, qui étudie les interactions entre l'environnement et la santé humaine. Entre l'environnement et la santé humaine, j'ajouterais même la santé animale, on pourrait même dire la santé des êtres vivants. Donc, c'est ça la santé environnementale. Donc, c'est vraiment cette corrélation entre la, l'environnement physique, donc l'environnement physique comme le cadre de vie, le milieu de vie et la santé humaine ou la santé des êtres vivants. Là, on peut prendre tout ce qu'on a comme euh, composants des êtres humains, l'homme, l'animal et même le végétal, pour ne pas dire les végétaux. Bon, l'autre question, c'était sur le, quel facteur, quand j'ai parlé de l'environnement, le docteur Mourabazi veut savoir quels sont les facteurs sur lesquels je me suis appesanti. J'ai pris plus l'environnement physique, mais c'est vrai, l'environnement n'est pas que l'environnement physique. Docteur Ifaso, dans son complément, a parlé aussi de l'air. L'air, c'est également un des facteurs, si pas une des composantes de l'environnement, donc l'atmosphère. Mais on a plus voulu parler de l'environnement physique. Dans l'environnement, c'est un tout. On- Il y a, il y a, il y a la terre ferme, il y a l'eau, il y a la forêt, tout ça, c'est 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 l'environnement. Donc, on ne parle pas que de l'environnement physique comme notre cadre de vie et même les autres composantes de l'environnement. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre précision, mais sinon, j'ai répondu à la question sur la santé environnementale. Ce n'est pas sorcier, c'est justement cette corrélation-là entre les cadres de vie et la santé des euh, des êtres vivants. Donc, c'est par cela on peut entendre par santé environnementale. Oui, Donc, merci voilà. beaucoup pour ces réponses. Oui, merci beaucoup pour les réponses. Je disais, je pense que notre collègue qui a posé la question s'y retrouve en termes d'éclaircissement. Et ensuite vient la question de Dr Firmin qui a dit, au Nord Kivu, nous faisons face au déplacement massif des populations avec comme conséquence hébergement coincé de ces dernières dans les camps de réfugiés qui a des répercussions sur la déforestation. Quels conseils proposerez-vous aux autorités gouvernementales et partenaires humanitaires pour réduire la déforestation et qui a un impact sur la santé environnementale, par ricochet, notre santé? C'était la question de docteur Firmin. Je ne sais pas si vous avez capté la question pour donner la réponse, monsieur Fiancé Kambé. Oui, j'ai compris le souci exprimé par docteur Firmin. Le problème des déplacements de la population au nord Kivu, comme vous l'avez dit, est à la base de la promiscuité hein,
dans laquelle vivent nos populations de ce coin du pays. Et quels conseils peut-on prodiguer aux dirigeants pour réduire la pression que la population exerce sur la forêt? Le problème, il est complexe. Il est complexe parce que euh, vous savez, lorsqu'il y a un déplacement de la population, tout mouvement migratoire a toujours des conséquences néfastes sur l'environnement. Comme ici, c'est la forêt qui est impactée. Je pense que nous pouvons faire la promotion des, euh, comment on appelle ça, pour ne pas réduire, pour protéger la forêt contre les agressions, le système des foyers améliorés. Je crois que notre ami qui est au sud, qui vous connaît, sait que c'est le foyer amélioré. Le foyer amélioré, c'est une technologie mise sur pied pour pouvoir éviter la pression sur la forêt. Donc, on essaye de prendre une petite quantité de bois, énergie, et on va l'utiliser pour la cuisson et elle fera beaucoup plus longtemps que le charbon de bois ordinaire. Donc, il y a aujourd'hui des sortes de mbabola, les mbabola intelligents, c'est ça les mbabola foyer amélioré. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas utiliser le bois comme source d'énergie, puisque même à Kinshasa, où il n'y a pas déplacement de la population, on utilise le bois comme source d'énergie. Mais seulement là-bas aussi, on peut l'utiliser, mais en réduisant plutôt cette utilisation de bois. En quoi faisant, c'est comme j'ai dit, en assurant simplement la promotion des foyers améliorés et aussi le reboisement par des essences à croissance rapide. Parce que si on fait de l'agroforesterie, une population déplacée là où elle est, elle peut aussi planter. Il y a des espèces qui peuvent déjà pousser au bout de quelques mois et on peut recourir à ces mêmes espèces pour utiliser le bois. Donc, on peut demander aux autorités d'assurer la promotion et la mise à disposition de Mbabola foyer amélioré et en même temps assurer le reboisement à grande échelle par des essences à croissance rapide. Cela réduirait la pression qu'exerce la population sur la forêt. Donc voilà brièvement ce que je peux prodiguer comme conseil sur le plan protection de nos ressources forestières. Voilà, merci beaucoup pour la réponse à la question. On peut passer à Monsieur Papi Ichika. Vous avez la parole. Monsieur Papi Ichika, si vous êtes là et vous nous entendez, vous avez la parole pour poser votre question ou bien donner un complément à ce qui a été dit. Merci. Bon, visiblement, Monsieur Papi Ichika n'est pas là. Peut-être qu'il pourra revenir. Je vois aussi la main de Monsieur Joseph Malanda. On va vous accorder la parole, mais en attendant, il y a deux questions qui ont été posées dans les chat box. La première question est celle de Monsieur Kwesi qui dit comment faire pour que le prestataire de soins respecte les tri des déchets au moment de la production. On peut y aller avec la réponse à cette question avant de passer à l'autre et ainsi après donner la parole à Monsieur Joseph Malanda. À vous la parole, Monsieur l'orateur.
Est-ce qu'on peut reprendre la question? Comment faire pour que les prestataires de soins fassent quoi? Ça, je n'ai pas bien saisi. Oui, la question est de savoir comment faire pour que les prestataires de soins respectent le tri des déchets au moment de la production, au moment de leur production. Je ne sais pas OK. si vous avez compris la question. Je ne sais pas si ma compréhension va rejoindre la compréhension de Monsieur Lukwesi. Je ne sais pas, lorsqu'il dit comment faire pour que les prestataires de soins respectent les tri des déchets au moment de leur production. Bon, je vais tenter. Les prestataires de soins, parce que je crois il a, il a ainsi, bon, il est revenu sur les tri des déchets à la base, comme je disais, parce que les ménages, comme là aussi, ce sont des déchets spéciaux, des déchets biomédicaux. Lorsque ces déchets sont produits au niveau des institutions de soins de santé, comment faire pour que les tri soient respectés? Non, c'est bien simple, c'est comme dans les ménages. Au niveau des institutions de soins de santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également respecter les tri. C'est-à-dire quoi? Il y a des déchets qu'on peut conditionner, puisque dans des hôpitaux, il y a également des matières plastiques. Il y a les emballages, vous voyez par exemple les seringues et les autres ont des emballages. Il y a des plastiques et même les seringues. On peut les conditionner à part. Les aiguilles étant tellement dangereuses, là, avec un mode, si pas un récipient de conditionnement approprié, tout ce qui est plastique, sachet, bocal et consorts dans un autre, mais aussi il faut insister sur les déchets biomédicaux, parce que les déchets pharmaceutiques, ce que j'ai évoqué en premier, c'est des déchets pharmaceutiques. Là, la gestion ne poserait pas problème et n'importe qui peut venir les prendre. Mais les déchets biomédicaux, là, vraiment, il y a deux modes. Soit on les conditionne sérieusement et que qu'on ne les mélange pas avec les autres déchets administratifs, dans les papiers, les fiches qui s'abîment, qu'on peut couper et qu'on sort, et quelques euh, ordures, je peux les appeler ordures ménagères parce que dans des hôpitaux, les gens mangent aussi quand il y a des ordures, il y a des périssables, il y a de la nourriture qui reste, de tous les restes là, on peut les conditionner également. Mais les déchets biomédicaux, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, sont bien particulière étant donné qu'on peut procéder soit par leur conditionnement spécifique, mais aussi et surtout l'incinération. Les hôpitaux doivent avoir l'habitude d'incinérer les déchets biomédicaux. Je donne l'exemple. Si on est dans un hôpital où il y a des maternités, souvent on voit il y a des fosses à placenta. Mais ce n'est pas correct. Au lieu de mettre tous les placentas dans une fosse, l'idéal serait carrément de les incinérer. Donc, les hôpitaux qui manquent des incinérateurs doivent. Donc là, c'est d'ailleurs aussi une des responsabilités de l'environnement et même des structures de santé, les structures d'État. Pendant les contrôles ou les monitorings, on doit imposer à ce que dans chaque formation hospitalière, qu'il y ait un incinérateur. Si on opérait par exemple quelqu'un, les déchets biologiques là, hmm, donc tout ce qu'on a extrait du corps humain, on ne va pas les mettre dans la poubelle pour que ça puisse rejoindre la décharge des transits ou souvent des poubelles à ciel ouvert comme ça. Non, non, on ne peut même pas les mettre dans la fosse. Or, vous savez, il y a beaucoup d'hôpitaux qui malheureusement prennent tous ces déchets et les déversent dans des fosses septiques. Hein?
C'est comme ça que vous verrez dans des hôpitaux, il y a une fosse septique à découverte, donc où la dalle n'est pas hermétiquement fermée, parce qu'ils ont l'habitude de mettre dans un seau, soit dans un petit seau, dans un pot, ces genres de déchets, et puis ils vont les déverser. Non, l'idéal, d'ailleurs la norme de l'OMS demande à ce que ces genres de déchets, dangereux entre guillemets, ces genres de déchets biomédicaux soient simplement incinérés. Voilà la petite contribution que je peux apporter. Merci beaucoup pour la réponse. On peut passer la parole à Monsieur Joseph Malanda pour la question ou un complément et après, ce sera le tour de Dr. Valérie Kazadi Chilombo. Allô? Allô? Oui, Monsieur Oui. Joseph, allô, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter l'orateur pour sa présentation. Moi, je suis Joseph Malanda Tekasala. Je suis médecin de formation. Je suis chef de bureau hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé du Congo central et j'interviens à partir de Bruxelles où je viens de finir mon master de spécialisation en médecine transfusionnelle en codiplomation à l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège. Et donc, je suis dans ces différentes formations avec IECO. Et c'est comme ça que j'essaie d'apporter une petite contribution par rapport aux échanges d'aujourd'hui. Et je voudrais revenir d'abord, tout en félicitant l'orateur pour sa présentation, comme je l'ai dit, je voudrais revenir sur la production de l'énergie par rapport au déboisement qui va être résolu par le reboisement. Ici, je voudrais échanger avec tout le monde ici sur la possibilité d'assurer la production de l'énergie à travers les systèmes d'économie verte en utilisant les déchets, en utilisant l'approche de la transformation des déchets en énergie ou à la limite la gestion des excrétas pour la production des énergies renouvelables à la place du déboisement. Il y a une expérience pilote qui a été entamée à la sucrière de Quilongongo, où on a eu à transformer des déchets comme ça pour la production des énergies. Je ne sais pas si notre orateur a connaissance de cette expérience-là. Deuxième contribution, c'est au niveau de l'opérationnalisation de l'approche One Health. C'est vrai, nous qui sommes du Congo central, par exemple, on est arrivé jusqu'à la mise en œuvre du comité provincial de One Health. Mais il me semble qu'il existe déjà des structures qui interviennent au niveau de l'opérationnalisation pour améliorer la gouvernance du One Health. C'est notamment, par exemple, la cellule de surveillance épidémiologique au niveau de la division provinciale de la santé qui met en contribution les différents acteurs du One Health. Parce que dans ces réunions, il y a notamment un acteur du ministère de l'Agriculture qui vient intervenir. Il y a aussi les représentants de l'environnement. Et donc, pour l'amélioration de la gouvernance, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait agir. Et troisièmement, pour terminer par là, c'est l'expérience de la gestion des déchets avec le projet dans la ville de Kinshasa qui a été appuyé par l'Union européenne avec la zone d'élimination finale des PASA. Donc, à ce niveau aussi, je ne sais pas quel plaidoyer qui peut être fait pour que les décideurs comprennent l'importance de la gestion des déchets dans nos grandes villes. Sinon, ça va être un problème permanent qui ne sera pas résolu. Voilà donc à ce stade ce que je peux donner comme contribution. Je n'ai pas de questions particulières à poser à l'orateur. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur Joseph Malanda, pour
des contributions. En attendant d'accorder la parole à Dr Valérie, je voulais attirer l'attention à tous les participants. Juste pour signaler que dans les chat box, il existe un lien pour faire une enquête et cette enquête a pour objectif de donner des feedbacks en répondant aux questions pour nous permettre d'améliorer les sessions suivantes. Ce même lien sera aussi partagé dans notre groupe EcoPCI. Docteur Valérie Chilombo, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur Nogani, pour la parole. Et félicitations donc à notre orateur du jour. J'aimerais juste placer un complément par rapport à comment amener les prestataires de soins à pouvoir s'appliquer à faire le bon tri des déchets et à pouvoir en ce moment-là faciliter le traitement des déchets plus tard au niveau des formations sanitaires. Je crois que c'est une question très intéressante et qui demande justement qu'elle soit prise de façon holistique. Dès le départ, c'est qu'il faudra absolument former ce personnel parce que nous sommes dans un processus de changement de comportement. Et quand on établit, on développe les SOP, donc les procédures opératoires standards, il faudra que les gens soient formés à cela. Il faudra qu'il y ait des poubelles de base pour qu'il y ait une ségrégation, comme il l'a dit très bien. Ça, c'est pour les déchets généraux. Ça, c'est pour les infectieux. Ça, c'est pour les objets piquants, coupants et tranchants. Ceci, c'est pour les liquides. Et ainsi de suite. Cela permet en ce moment-là à la personne qui produit les déchets de pouvoir connaître la destination. Où est-ce que ce déchet va aller? Et la personne sait elle-même déjà catégoriser ce déchet et met là parce que le récipient ou la poubelle, le réceptacle qui doit pouvoir recevoir cela, se trouve en présence ou en face de cette personne. Comment faut-il traiter ces déchets? Eh bien, ces personnes, quand on fait un mentorat, on sait marcher avec ces personnes, ce personnel, pour qu'il aille voir jusqu'à la zone de traitement des déchets, les difficultés que les logisticiens rencontrent ou celui-là qui fait l'élimination des déchets, quelles sont les difficultés auxquelles la personne fait face lorsque la ségrégation n'a pas été de mise. Cette personne prend à ce moment-là conscience et périodiquement, nous avons même des évaluations qui passent pour pouvoir donner des scores avec des grilles de cotation qui permettent en ce moment-là, donc des grilles de contrôle qui permettent de pouvoir dire ça c'est fait, ça ce n'est pas fait, ça c'est fait, ça ce n'est pas fait. Et dans la gestion de ces différents déchets, quand lui-même les produit, eh bien, quels sont les équipements de protection individuelle qui l'accompagnent? Parce que en ce moment-là, dans le choix de l'équipement de protection individuelle qui est fait suivant le risque évalué ou pressenti, ça permet à ce moment-là à cette personne de regarder et d'avoir la conscience du danger auquel elle s'expose ou du danger auquel elle expose les autres qui viennent après, les risques auxquels elle s'expose ou les risques auxquels elle expose les autres. En ce moment-là, ça fait que périodiquement, il y a des revues qui permettent en ce moment-là de pouvoir regarder si nous nous sommes améliorés, oui ou non. Et pour pouvoir accompagner cela, nous devons aussi, à ce moment-là, nous dire, OK, pouvons-nous choisir quelqu'un dans l'équipe qui est ici sur place, qui puisse être notre point focal, par exemple, prévention et contrôle des infections ou la gestion des déchets. Et cette personne circule, cette personne aide les autres, pose des questions pour qu'il y ait un rafraîchissement des connaissances et ça permet à ce moment-là aussi aux gens de pouvoir, en ce moment-là, se sentir pris en charge. Quand une personne se sent prise en charge, un personnel se sent pris en charge, ça crée une confiance en elle-même et dans le système, améliorant ainsi non seulement la sécurité, mais également aussi la sûreté de ce que l'on a comme soin parce que ça va entrer dans le système de la qualité de soins. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme contribution par rapport à cet aspect d'entraînement de ceux-là qui produisent les déchets à pouvoir être conformes, sinon compliants avec les normes qui leur sont demandées. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, d'apporter tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a comme contribution par rapport à la gestion des déchets au milieu hospitalier, en brossant, bien entendu, certaines composantes de la grille d'évaluation PCI qu'on effectue dans les formations sanitaires. Merci en tout cas pour ça et merci aussi à l'orateur qui avait, par rapport à cette question, répondu en s'attelant beaucoup plus sur la production de déchets au niveau des ménages. À présent, on va passer à la question. Il y a deux autres questions qui restent dans les chat box. La première est celle de Mumbere Katsuva Fortuna
qui a cherché à savoir quelle est la place de l'approche One Health par rapport à d'autres approches rapprochant l'interconnexion de la santé humaine, santé animale et santé environnementale, entre autres EcoHealth, Planetary Health. Monsieur l'orateur, je ne sais pas si vous avez une réponse à donner à cette question de Monsieur Mumbere Katsuva Fortuna. À vous la parole. Merci. Par rapport à la question de M. Fortuna, je crois que les éléments de réponse pourraient lui être euh, apportés par moi aussi. Je peux choisir quelqu'un comme le docteur Ifaso qui est là. Parce que c'est un champion One Health au niveau national. Il peut expliquer quelle est la place de One Health euh, euh, à côté des autres structures aussi qui font la promotion de santé unique et consort. Donc, je crois qu'on peut lui apporter euh, euh, ces explications ou même, je crois, par rapport à cela, je voudrais proposer au modérateur de retourner cette question à, à, à la prof Nadège qui pourrait nous édifier suffisamment car c'est elle la championne nationale One Health. Elle est également ici dans les forums avec nous. Donc, quand il y a des gens qui sont mieux placés pour répondre à une préoccupation, je préfère leur laisser la parole pour respecter leur expertise et leur connaissance. Voilà un peu. Oui, merci beaucoup, professeur Nadège. Je ne sais pas si vous nous suivez. Sinon, nous disons merci d'avance pour votre contribution par rapport à la question. Nous allons la répéter peut-être pour une meilleure audition pour vous. Il s'agit de notre collègue, M. Mumbere Katsuba Fortuna, qui cherche à savoir quelle est la place de l'approche One Health par rapport à d'autres approches rapprochant l'interconnexion de la santé humaine, santé animale ainsi que la santé environnementale. Il a cité EcoHealth et Planetary Health. Professeur Nadège, si vous avez des éléments de réponse, merci beaucoup de nous les donner. Oui, à vous la parole, professeur. Ok, merci bien. Est-ce que vous me captez? Oui, oui, nous vous captons quand même. Mais Donc, elle si vous sort pouvez juste bas. vous pouvez vous rapprocher de votre micro. Peut-être qu'elle utilise Est-ce un que vous me dispositif. captez bien maintenant? Oui, 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 j'ai un dispositif. Est-ce que vous me captez maintenant? c'est mieux, c'est Oui. beaucoup mieux qu'avant. Ok, d'accord. Je m'excuse d'abord. Je suivais pas à chaque seconde de la présentation de ce jour, étant dans une autre activité. Mais comme je viens de me dégager, je profite pour donner quelques éléments, mais quitte à ce qu'on puisse avoir un rendez-vous ferme pour le vendredi prochain, là où on va parler approche d'une santé dans sa globalité. Alors, la différence à faire ici, il n'y a même pas une différence, c'est une complémentarité, c'est une inclusion dans ce sens que EcoHealth, Planetary Health font partie de la grande thématique One Health. La grande thématique One Health a plusieurs aspects, a plusieurs notions, mais qui font appel à ce qui est des interconnexions, des relations entre disciplines, entre secteurs et entre des groupes homogènes ou hétérogènes. Quand on définit l'approche une santé, on donne quatre caractéristiques clés: la collaboration, la communication, la coordination et puis le renforcement des capacités. Et ces quatre caractéristiques se manifestent au sein d'abord de trois écosystèmes que nous connaissons, et plutôt au sein de trois secteurs clés: le secteur animal, le secteur de l'environnement avec la flore, et puis le secteur humain. Non seulement ça, il y a des interactions au niveau des populations. Nous avons des populations en milieu urbain, périurbain et un peu plus loin, ceux qui vivent dans les forêts. Donc, ça veut dire que ce sont des interactions tellement importantes qui ont fait que pour mieux travailler, on puisse, par exemple,
s'occuper de liens entre la santé et l'environnement. Ça montre qu'on a, c'est ce dont on parle ici, la différence qu'on demande d'éco-health. On veut avoir, par exemple, des données sur des données en ce qui concerne la vie, comment est-ce qu'on va dire, les thématiques qui concernent les données de la planète, de comment on vit sur la Terre. On va parler de planetary health, mais pas de tout ce qui concerne l'approche une santé. Donc, j'aimerais bien donner rendez-vous le vendredi prochain parce qu'on va parler à long et à large de la prochaine santé et de voir comment est-ce que la prochaine santé va nous aider à gérer les problèmes complexes que nous avons, à les gérer autrement, à se dire que sans qu'on puisse mutualiser les efforts, sans que l'on puisse se dire que cette planète, nous ne sommes pas, nous ne vivons pas de façon isolée, je pense que on va pas dire qu'un malheur va arriver, mais on aura moins de résultats par rapport aux situations complexes de santé. Je pense qu'à ce niveau-là, je peux lui dire ça, que prenant EcoHealth, Planetary Health, on met ça dans l'approche une santé qui est l'approche globalisante. Merci. Oui, merci beaucoup, professeur Nadège, de nous avoir donné le goût au fait de suivre euh, la présentation du vendredi prochain. Dans une semaine, on se donne rendez-vous donc ici pour écouter en long et en large la réponse à la question qui a été posée. Bien entendu qu'il y aura d'autres questions. Chers participants, comme je l'avais annoncé avant, notre orateur du jour a un programme donc trop chargé. Et il avait prévu aussi une réunion après ce webinaire. Et donc, je pense qu'il y a que deux ou trois questions qui sont restées en suspense. Nous allons prendre le soin de les copier et de les lui poser en bilatéral et de manière à ce que les réponses vous soient partagées dans notre groupe ECO-PCI. Donc, tout en vous remerciant tous les uns les autres pour les interventions et pour les questions, et en remerciant également l'orateur qui nous a nourris en ces jours, je tiens donc à accorder aussi la parole au professeur Ali Boulaboula, qui est le PCA de ECO-PCI, qui va nous, euh, nous aider à clore la session. Merci beaucoup. Merci, docteur Guélor. Je remercie l'orateur du jour et tous ceux qui sont intervenus pour enrichir cet exposé. Je remercie aussi tous les participants ainsi que nos partenaires qui nous aident à, à vous faire parvenir ces exposés, ces différents exposés. Eco India, j'espère qu'ils nous suivent. Euh, il se fait tard chez eux, que nous allons les libérer. Et nous ne pouvons que souhaiter que nous assistions de plus en plus nombreux à ces exposés qui sont très importants. Vous avez suivi le rôle de l'environnement, de la santé environnementale, et la semaine prochaine, on reviendra encore en long et large par une spécialiste du domaine. Vous l'avez suivi. Nous la remercions d'avance pour son intervention la semaine prochaine. À tous et à toutes, merci et à la prochaine semaine. Merci, professeur. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci à vous aussi. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, professeur et tous les collègues.
Bien, merci Marcel. Ok, bonjour, merci Marcel Moi, pour je votre remercie, assistance et mes salutations à tous. merci au Merci, partage. merci à vous tous. Nous sommes L'homme de admirables. Kananga, Nicolas Kazadi, bonjour. Ah, bonjour mon frère, ça va? Oui, ça va, Nicolas. Comment tu vas? Merci beaucoup, c'était très Nicolas, intéressant. toi, tu ne manques pas Malgré d'endroit. ces Qu'est-ce que tu es venu faire encore, toi, là-bas? Oh, Je ne pensais pas que j'allais te rencontrer, Hein? toi Nicolas, aussi. tu me suis partout. Hein, Nicolas? Tes C'est adresses ça, de... c'est toi qui me suis. Toi, là, D'accord. tu poursuis Ngandou partout. Chers collègues, n'oubliez pas J'ai du mal, de j'ai du mal remplir à le envoyer mon fichier qu'on vous a feedback. envoyé. Oui, justement, j'ai rempli le mien, mais depuis, j'essaye d'envoyer, ça dit refuser. Je sais pas ce qu'il faut faire. Pascal, est-ce que vous pouvez guider nos collègues? Pascal, est-ce que vous pouvez guider nos collègues? Ah, bah, il y a des dieux tout en an. Tu me beaucoup. Ah, Oui, vous remercions, très cher professeur. C'était vraiment édifiant. L'Haïti, aidez-nous à écrire sur le chat. Nicolas, tokoma wapi? Yonde les grands féticheurs, les grands métaphysiciens. Tokoma wapi?